Bonjour à tous, madame, messieurs, bon lundi et bon début de semaine. C'est la première édition de la revue des grandes unes de la semaine justement, avec la presse qui est disponible dans les kiosques. La Nouvelle Expression consacre sa une donc à Fotula, Joseph Kadi de Foto, qui repose désormais à Bana. Donc parlant de ces obsèques, Marcel Difendi, président du Sénat, qui a représenté le président de la République, a présidé la cérémonie funéraire dans une ville de Bana qui, des mémoires de journalistes, n'avait jamais connu une aussi immense foule venue donc dire ses adieux à un homme, véritable homme. D'ailleurs, les hommages et bien entendu les témoignages ont dessiné le portrait même de l'homme multidimensionnel, formidable. Donc c'est à lire dans le dossier proposé par le journal La Nouvelle Expression de ce matin. Le journal parle également de la crise anglophone. Déjà plus de 200 milliards de francs CFA de perdus selon un rapport du GICAM. La crise qui secoue justement ces régions anglophones a déjà englouti beaucoup d'argent, des pertes pour l'économie camerounaise et même 6 343 emplois sacrifiés. C'est ce que dit le journal disponible dans les kiosques ce matin. Le même journal parle aussi de la présidentielle 2018. Pourquoi Penda Ekoka a surgi, conseiller technique à la présidence de la République. Il dénonce le camp qui a donc pris en otage Paul Biya et annonce d'ailleurs son soutien à l'opposition. C'est en page 4 de ce numéro disponible dans les kiosques ce matin. Parlant de motion de soutien, Tangana Kuna appelle à voter Biya. Les raisons de l'appel de l'ancien ministre du fond de sa cellule à sa communauté sociologique, c'est en page 4 de ce même numéro. Le journal L'Œil du Sahel qui est dans les kiosques parle des entreprises publiques, chasse aux nordistes à Kamwata, c'est ce que dit le journal, qui parle également de la présidentielle 2018. Près de 1000 motos taximens attendent bien entendu Kavaye Guédibril à Marois. Pourquoi faire? C'est à découvrir dans le numéro disponible ce matin. Le journal parle également de toute autre chose que je vous invite à lire. Et avec des localités, notamment de Marois, on parle bien pratiquement de près de 700 élèves bientôt dans la rue. C'est en page 10 de ce numéro disponible dans les kiosques ce matin. À lire également dans le journal, on parle aussi de la localité de Belel, un membre du comité de vigilance tué par des hommes armés. C'est ce que dit le journal en page 2. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal L'Œil du Ciel, disponible dans les kiosques ce matin. À lire également dans la presse aussi, on parle du journal L'Essentiel qui s'intéresse au sondage, parlant de Paul Biya, élu donc à 81% selon un institut américain. C'est ce que dit le journal disponible dans les kiosques ce matin. D'autres informations aussi avec le bilan du septennat. Les femmes ont pris le pouvoir. C'est dans le journal L'Essentiel de ce jour. Intégration s'intéresse aux tranches de vie. Bamenda, les sécessionnistes, bien entendu, de la présidentielle. Deux points importants à découvrir dans le dossier proposé par le journal pour dire un peu ce qui se passe dans ces régions anglophones, notamment dans le sud-ouest où on voit bien entendu des familles qui quittent donc ces parties du pays pour aller dans les régions où il fait certainement bon vivre. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal disponible ce matin. Et puis Émergence, le quotidien privé bilingue qui est dans les kiosques s'intéresse à la crise anglophone, liquidation programmée d'une dizaine d'activistes sécessionnistes sur le sol américain. C'est ce que dit le journal. Les visages qui sont également présentés par le tabloïd de ce matin. Le même journal qui s'intéresse aussi à la crise anglophone, parlant déjà de 270 milliards de francs CFA de pertes pour l'économie du Cameroun. C'est à découvrir dans le journal. Aussi ce matin, le journal parle du Nord. Déjà 228 cas et 25 décès dus à l'épidémie du choléra. C'est à lire en page 6 de ce numéro. Et puis le journal L'Équation qui est dans les kiosques parle de la présidentielle. Paul Biya en pole position d'un sondage. C'est à lire dans le journal. Et puis avec des acteurs des transports routiers qui choisissent d'ailleurs Paul Biya comme étant leur candidat pour la présidentielle à venir. C'est à découvrir dans le numéro disponible ce matin dans les kiosques également. Et puis le quotidien de l'économie parle de fonction publique également, parlant de ce gouvernement qui prépare bien entendu une augmentation des salaires. C'est à lire dans le journal. C'est une promesse ou une réalité de toute façon. Le journal tente d'expliquer tout cela dans le numéro disponible dans les kiosques ce matin. Et avec le journal qui évalue aussi les pertes économiques dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est dans le journal, dans le dossier proposé par le journal. Et puis avec Germinal ou Génération Libre qui s'intéresse également à ce même sondage qui parle de 80% de suffrage pour Paul Biya. Donc, c'est à lire dans le numéro disponible. Le journal Le Messager qui est dans les kiosques s'intéresse à la crise anglophone. Le nord-ouest et le sud-ouest, donc c'est vide carrément. C'est un dossier également à lire qui fait le tour de la presse également ce matin. Et aussi, on parle de ces confidences d'Olivier Mangane dans le cadre de la présidentielle au Cameroun et également des obsèques de Joseph Kadi de Fosso qui repose désormais à Bana. Dossier également à découvrir dans le journal, la page 6 à la page 7 ou d'autres informations si vous faites un tour dans les kiosques ce matin.
Cameroun Tribune parle donc de Paul Biya, de retour au pays, avec notamment un sac bien plein de propositions. C'est à lire aussi dans le journal qui s'intéresse également à autre chose. Pour l'éternité, tout un article également, un mini-dossier aussi proposé à Kadi de Fosso. Donc c'est à lire dans le journal Cameroun Tribune de ce jour. Et puis le journal Le Financier d'Afrique qui est dans les kiosques s'intéresse à la crise anglophone. Déjà 269 milliards de francs CFA de pertes économiques. Ça fait le tour de la presse ce matin. Donc à lire dans le journal. Et d'autres informations aussi, des informations concernant la sous-région. Donc à lire dans le numéro Le Financier d'Afrique de ce matin. Et puis Repère qui s'intéresse à la crise anglophone avec le plan des Ambazoniens pour paralyser le Cameroun. C'est dans le journal disponible. Le même journal s'intéresse à autre chose, aussi d'autres informations donc à lire si vous faites un tour dans les kiosques. Voilà, la presse s'intéresse également avec Info Matin qui parle de ce sondage qui fait le tour de la presse. Biya dévance aussi Kamto, Akerimuna et autres. C'est à lire dans le journal disponible aussi ce matin et avec d'autres informations également. Mutation parle plutôt de rester ou partir. C'est une question avec le cœur qui balance entre Bamenda et Doua et Boya. C'est à découvrir dans le journal parlant de la crise anglophone qui secoue notamment des commerçants qui sont basés dans ces différentes régions et qui sont décidés de partir. Mais le gouverneur rassure tout de même. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest, c'est à lire également dans le dossier proposé par le journal Mutation. Mutation qui s'intéresse aussi au GICAM, qui dresse le bilan, qui fait la lecture, notamment la facture de la crise anglophone. C'est à lire dans le journal disponible ce matin. Puis le journal La Météo parle dans des chantiers routiers, le pari gagné du septennat, des grandes réalisations. Voilà ce que la presse nous propose ce matin, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Bonjour Thierry Nyopé. Bonjour Flavien Dongo, bonjour Bernard Batana, je dis également bonjour aux téléspectateurs de la revue des Grandes Unes. Je pense particulièrement à Salomon Tchobni, certainement vous connaissez, c'est le fils de la regrettée Madame Françoise Foni qui fait des messes des pieds ces derniers jours pour que la mémoire de sa maman soit pérennisée. Oui, on sait c'est la période de campagne, on sait généralement que c'était ces moments forts. Pour marquer sa présence dans ces différents, je voudrais dire, les quartiers généraux de ce parti politique, le RDPC. Bonjour, Bernard. Bonjour Flavien Dongo, bonjour Thierry Nyopé. I will say good morning to all English speaking. Alors, je dis aussi bonjour à tous les chefs traditionnels, notamment à ceux du Sud, qui ont fait une sortie dans laquelle ils ont déjà donné leur candidat pour dire que les chefs traditionnels sont partis de leur rôle premier de gardien de la tradition pour jouer l'activisme politique. Et il faudra peut-être interroger la problématique du chef traditionnel à l'heure du renouveau. C'est une bouteille lancée à la mer. Très bien. Merci d'être là également ce matin, comme d'autres invités aussi, je dois dire Thierry Nyopé, et ceux qui vont se succéder sur ce plateau tout au long de la semaine. Alors, un mot pour la une de la nouvelle expression, pour l'éternité, Fouatoula, Joseph Kadi de Fosso repose désormais à Bana. Oui, repos mérité. 95 ans, c'est quand même beaucoup. On ne peut pas demander à Dieu plus que cela. Il a suffisamment apporté du sien dans l'édification de notre pays. C'est un capitaine d'industrie, on ne le dira jamais assez. Il a élevé beaucoup d'entreprises. Il a même montré la voie à plusieurs autres Camerounais. On espère simplement que son héritage sera pérennisé et ses fils en ont pris l'engagement. On espère justement que les choses ne tourneront pas en vrille après sa mort parce qu'il fait partie justement de ces Camerounais qui n'ont pas fait de grosses études pour réaliser ce qu'ils ont eu à réaliser, ce qui nous amène à comprendre que ce n'est pas toujours à travers des diplômes qu'on peut bâtir un empire. Il l'a fait. Et puis l'expérience nous a démontré par la suite que beaucoup de ceux qui ont fait ces grosses études-là, quand ils ont hérité généralement des fortunes laissées et les empires laissés par leur père, finissent par les laisser tomber en décrépitude. On espère que ça ne sera pas le cas. Parce qu'il manque de stratégie, bien entendu. Voilà, des secrets, des petits secrets. Non, c'est sûr qu'il a suffisamment formé autour de lui. On a vu ses enfants autour de lui au crépuscule de sa vie. On espère simplement que cet héritage-là sera suivi et que des générations à venir vont s'abreuver à cette source qui était extrêmement importante pour l'industrialisation au Cameroun.
Maintenant, Batana, on a écouté des témoignages, des hommages rendus à ce grand homme, des grosses têtes, bien entendu des chefs traditionnels, bien entendu les économistes et autres hommes politiques qui se sont succédés pour passer un message fort, témoigner de son existence, de ce qu'il a laissé comme héritage, ce qu'il a également fait durant son vivant sur cette terre aujourd'hui. Donc il reste quand même cela qu'on devrait placer comme étant des personnes à mettre dans un panthéon aussi important. Oui, il faut dire que fait rarissime, il y a aussi eu un message de Sa Sainteté le Pape à l'adresse du défunt. Il faut dire que... Le Pape François, bien entendu. Oui, Pape François. Il faut dire le chef de l'Église catholique. Il faut dire que le faux Kadi de Fotso n'a pas vécu inutilement. C'est un homme, c'est un industriel. Il est précurseur de pas mal d'initiatives économiques. Il est un homme qui a employé des milliers de Camerounais. Il est un homme qui reste. Il est un homme qui a été important pour le pays parce que il est à la base d'une forte colonie politique, colonie économique et qui, ma foi, j'espère, comme l'a dit Thierry, que son œuvre lui survivra. D'accord. Alors, donc on peut lire la nouvelle expression pour revivre un peu ces moments, ces témoignages, et bien entendu, tout ce qui a été dit, et avec la présence de Marcel Ngandifedi qui représentait le président de la République à ses obsèques. C'est à lire dans le journal La Nouvelle Expression. Et parlant de la crise anglophone, il y a déjà plus de 200 milliards de francs CFA de pertes. C'est vrai que les chiffres vont selon, bien entendu, les tabloïds de ce matin. On peut lire également qu'il y a dans plusieurs journaux, on parle par exemple de 270 milliards de francs CFA de pertes pour ce qui est d'émergence, le quotidien privé bilingue, qui revient également sur ces différents. En même temps, on peut lire aussi au niveau de le quotidien de l'économie, qui fait également le GIGAM, qui évalue notamment les pertes économiques dans les régions anglophones. Ça fait quand même beaucoup d'argent dépensé en si peu de temps. Oui, beaucoup trop d'argent de perdu. Et il n'y a pas que l'argent qu'on a perdu, on a perdu près de 6 000 emplois. Les gens ont perdu près de 6 000 emplois dans cette zone. Et il n'est pas, comme la crise continue, je crois qu'on va perdre davantage d'emplois. Je crois que c'est une sonnette d'alarme que les journaux tirent, sur laquelle les journaux tirent par rapport à cette question anglophone qui a pratiquement, dont l'économie est paralysée pratiquement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Parce que là-bas, on ne vit pas. On était peut-être à l'étape de survie. Mais maintenant, on ne survit même pas, on ne vit pas. Parce qu'économiquement, on est asphyxié. Parce qu'économiquement, on ne peut pas s'épanouir. Les boutiques sont fermées. Il n'y a pas le minimum vital qu'on attendrait d'un citoyen. Et c'est peut-être pour cela que toutes les personnes ont décidé d'aller en dehors de ces zones qui sont pratiquement des zones devenues invivables. Invivables parce qu'il y a une insécurité, invivables parce que le tissu économique s'est dégradé au fil des temps. En 2 ans, il a fallu pour que tout le tissu économique soit mis à terre. Donc, c'est toute une zone à reconstruire qu'on a dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Je pense qu'il faut que, une fois de plus, comme on l'a toujours dit ici, il faut que l'État régalien reprenne sa place dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et il y a un journal qui a fortement bien caricaturé ça, c'est-à-dire que ces mutations qui a dit « rester ou partir ». Rester parce que le gouverneur vient de dire que, bon voilà, vous pouvez rester parce qu'il y a la sécurité. Partir parce que soi-même, on sent qu'on est dans l'insécurité dans ces régions-là. Et d'où le titre de journal d'intégration qui dit « Bamenda, les sécessionnistes et puis la présidentielle ». Est-ce qu'à Bamenda, on peut vivre du fait de la présence des sécessionnistes? Est-ce qu'à Bamenda et partant dans le nord-ouest et le sud-ouest, on peut vivre du fait de la présence des sécessionnistes? Est-ce que dans le nord-ouest et le sud-ouest, on peut organiser des élections fiables du fait de la présence des psychoses des sécessionnistes? C'est la question qui reste posée, à laquelle les pouvoirs publics doivent donner une réponse. Alors, donc on lit également dans la nouvelle expression parlant du nord-ouest, le gouverneur redoute les sécessionnistes. De toute façon, on parle bien sûr de ce qui se passe à l'île d'Afrique, qui a demandé donc aux forces de l'ordre de sécuriser davantage, d'intensifier les patrouilles pour notamment assurer la sécurité des personnes et des biens. Oui, mais quand vous regardez ce qui s'est passé du côté de Akoum, où les gens opèrent
pendant des heures sans être dérangés, ou ils réussissent même à détourner des engins lourds, creusent des tranchées, détruisent des engins roulants, du matériel extrêmement important pour le déplacement des personnes dans cette localité-là. C'est une agence de voyage qui a perdu. C'était d'ailleurs la seule qui avait encore eu le courage de desservir cette partie du pays. Alors c'était une volonté assez claire pour ces gens de séparer le nord-ouest des autres parties du pays, notamment l'ouest, qui est la région la plus proche de cette partie du pays. Il est normal, et le gouverneur d'ailleurs de la région du nord-ouest, Adolphe Lélé-Lafrique, avait demandé qu'il y ait un couvre-feu, et ce couvre-feu a d'ailleurs été instauré. Les populations ne se meuvent plus comme elles devraient à partir d'une certaine heure, et c'était d'ailleurs normal. Même les voyages de nuit ont été plus ou moins proscrits. Maintenant, on demande davantage aux gens d'aider le gouvernement de la République à dénoncer toutes ces personnes qui sont plus ou moins soupçonnées d'agir ou d'interagir avec les sécessionnistes. Mais cela ne suffit pas. L'appel du gouverneur de la région du sud-ouest et du nord-ouest tombe à pic, parce que quand vous regardez l'ambiance, vous avez d'ailleurs vu les reportages sur Equinox Télévision, quand vous regardez l'ambiance dans ces deux parties du pays, il ne fait pas bon vivre, et les gens se déplacent au quotidien. Beaucoup reviennent maintenant vers le sud du pays, ce qui démontre effectivement, parce qu'il y a une certaine opinion qui avait laissé croire qu'il y a un conflit entre les francophones et les anglophones. Le fait maintenant pour des gens de se déplacer des partis anglophones pour les partis francophones sans qu'il y ait véritablement problème démontre que ce n'est pas un problème de vivre ensemble. Il s'agit des intérêts politiques qui devraient se régler au sommet de l'État, parce que aujourd'hui les francophones et les anglophones se côtoient allègrement et vivent sans aucun problème. Quand vous allez en Banga, vous retrouverez beaucoup d'anglophones de ce côté qui ont fui le sud-ouest. Quand vous allez dans d'autres parties du pays, à Loum, ici par exemple à Douala, et notamment à Loum, vous l'avez souligné tout à l'heure, ils y vivent sans aucun problème. Donc ce n'est pas un problème de vivre ensemble. Mais c'est un problème de revendication politique, parce qu'on ne le dira jamais assez, ces revendications corporatistes n'étaient que le cheval de Troie, mais les vraies revendications étaient politiques qui tournaient autour de la sécession. Maintenant, c'est clairement établi, mais est-ce que, Bernard Batena l'a souligné tout à l'heure, est-ce que cela suffirait? Ces appels à rester sur place, à lutter contre l'exode rural demandé par Bernard Okalia-Bilay pour ce qui est du sud-ouest et Adolphe Lélé-Lafrique pour ce qui est du nord-ouest, suffirait à calmer les populations? Je ne pense pas, parce que les sécessionnistes ont annoncé qu'entre le 16 septembre et le 16 octobre, il sera pratiquement difficile pour les populations de vivre de ce côté. Est-ce que ces menaces seront mises en exécution? On souhaite que tel ne soit pas le cas, mais si c'est le cas, il faudrait que le gouvernement fasse des mains et des pieds. En tout cas, les deux gouverneurs rassurent quand même, rassurent qu'il y a des dispositions qui ont déjà été prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Mais simplement, on observe dans le journal, le Messager de ce matin, la une de ce journal, on parle du nord-ouest et le sud-ouest, qui se vide carrément, à travers notamment ce qui est également contenu dans le journal Mutation, et avec le titre que vous avez évoqué, qui parle donc de le cœur balance à Bamenda et à Buea, rester ou partir, ça devient une véritable équation. Alors, il vous souvient que la semaine dernière, ici, nous avons dit que les tranchées, les tranchées qui ont été creusées par des hommes armés qui ont pris un caterpillar, c'est les bases d'une guerre conventionnelle. Parce que jusqu'ici, on était dans le système d'une guerre asymétrique. Parce que vous vous rappelez que les tranchées, c'est une formule de guerre, c'est une stratégie de guerre. Et nous, on a tiré sur la sonnette d'alarme. On a continué à tirer sur la sonnette d'alarme pour dire que maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais déjà, c'est sur ce fait, et c'est ce que le journal dit, du fait de cette tranchée-là, où une partie du nord-ouest a été isolée de l'autre partie, les gens se sont trouvés en insécurité, d'où l'exode qui est constaté. Oh. Et cet exode est d'autant plus conforté que 15 sous-préfets de ces régions-là ont déserté leur poste. Cela veut dire qu'il y a une désétatisation des régions du sud-ouest et du nord-ouest, il ne faut pas se le cacher. Parce que quand le sous-préfet n'est pas en poste, vous voulez que les populations fassent quoi?
C'est la seule caution de ce qu'il y a un État qui vit là. Il y a un État qui existe là-bas. Quand on se rend compte qu'il n'y a pas un sous-préfet, du coup on part. Mais c'est clair. Donc il faut que, comme l'a dit le ministre de l'administration territoriale, sur l'injonction du secrétaire général de la présidence de la République, il faut que les sous-préfets regagnent pour donner un peu de confiance aux populations. Parce que quand on n'a pas un sous-préfet, ça veut dire qu'on n'a pas de tête. Il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État. Et donc il faut partir de là. Ça c'est d'un. L'autre chose, nous on joue dans notre rôle de sonneur de cloche, de lanceur d'alerte. On dit que le problème est en train de migrer vers la stigmatisation des anglophones par les francophones et la stigmatisation des francophones par les anglophones. Thierry disait tout à l'heure que ce n'est pas un problème de vivre ensemble. Il n'y a rien de tout ça, de toute façon. Il y a des signaux sur le terrain. Il y a des signaux il faut aller sur le terrain pour comprendre ce qu'on dit, ce que les populations disent. Non, les anglophones, ils dérangent. Ils sont même combien? Non, les francophones, c'est eux qui nous dérangent. Je pense qu'il faut que chacun... Et il y a même cette stigmatisation qu'on retrouve dans les réseaux sociaux. Il faut que chacun soit responsable de ce qu'il fait. Parce que le problème du Cameroun, ce n'est pas un problème d'anglophones ni de francophones. C'est un problème de gouvernance. Il faut que les gens comprennent cela. Il faut que les gens comprennent cela pour que la situation ne dégénère pas. Pour qu'on n'arrive pas à un niveau où rien ne sera plus maîtrisé. D'accord. Alors, crise anglophone, le nord-ouest et le sud-ouest, c'est vide d'ailleurs, c'est ce que dit le journal Le Messager de ce matin. Et en même temps, mutation qui pose donc une question aussi importante. Partir ou rester, ou tout au moins, ça devient une question avec le cœur qui balance, donc à Bamenda et à Buea. Et c'est donc une de la nouvelle expression. On a vu que les gouverneurs qui rassurent quand même les populations, rester, il n'y a plus de problème parce que les mesures ont été prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans cette différentes régions du Cameroun. Alors, sur les chiffres, on a évoqué avec le financier d'Afrique qui parle déjà de 269 milliards de francs CFA de pertes économiques pour le Cameroun. Ça fait quand même beaucoup d'argent aussi. Donc, oui, on l'a souligné. Près de 270 milliards de francs CFA de pertes en 2 ans, plus de 6 340 emplois perdus sont les estimations, en fait, sont les chiffres du GICAM. Quand on regarde justement la Doise, elle est assez salée. Il faudrait que les mesures coercitives soient rapidement prises parce que, en même temps, quand vous regardez une ville comme Buea, où il y a pratiquement 3 jours sur 7, mettons même 3 jours sur 5 jours véritablement ouvrables, où les marchés n'ouvrent pas, où les populations ne vaquent pas clairement ou sainement à leurs occupations. Il est clair que dans une ville comme celle-là, l'économie ne peut que tourner en vrille. Maintenant, il faudrait, qu'est-ce qui est fait pour que cela soit résolu? On a écouté le maire Patrick Ekema tirer la sonnette d'alarme. Il est même allé jusqu'à menacer les commerçants qui n'ouvraient pas leurs boutiques, mais la situation sur le terrain n'a pas changé, ce qui veut dire que tant que les populations ne sont pas en sécurité dans leur cœur et également dans leur tête, les choses ne bougeront pas. Il faudrait qu'on traverse le cap des discours pour que cette paix soit véritablement implémentée sur le terrain, parce que sinon on va continuer à dépenser de l'argent. Là, le GICAM n'a fait que révéler des chiffres pour ce qui est de l'économie locale. Mais ce qu'on ne dit pas assez, c'est que le gouvernement, selon le journal Le Quotidien de l'économie, perd près de 6 milliards de francs CFA tous les mois. C'est énorme. D'autres estiment que c'est près de 10 milliards de francs CFA. Mais comme on n'a pas de chiffres, les chiffres varient selon les tabloïds, en tout cas de ce matin. Effectivement, comme on n'a pas de chiffres exacts, il est clair que la Doise est assez salée. Le gouvernement perd de l'argent parce que ce sont des troupes militaires, sécuritaires qu'on a engagées sur le terrain. Il faut de temps à autre les nourrir, les accompagner au quotidien. Il faut accompagner les populations, les déplacer. Et en même temps, je vous rappelle que le gouvernement de la République a lancé tout récemment l'aide humanitaire. À quel niveau cela se situe? Est-ce que cet argent a été utilisé à bon escient? Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, qui était chargé justement de gérer cet argent-là, en fait, qui est chargé de gérer cet argent-là, n'a pas suffisamment rendu compte. Jusqu'ici, est-ce que cela a été véritablement fait? On a vu quelques matelas, quelques sacs de riz, quelques denrées alimentaires qui ont été distribués aux populations déplacées, mais il faudrait qu'on aille au-delà et qu'on rende également compte aux Camerounais de ce que leur argent a effectivement servi
ou sert au quotidien. Très bien, vous avez évoqué ce cas. Il a été, en tout cas dans le septentrion, il a fait le tour des 3 régions. On a vu des salles de classe qui ont été construites, on a vu également des formations sanitaires. Il a dit qu'il y aurait en tout cas les mêmes travaux qui se dérouleraient du côté du nord-ouest. Et parce qu'on a vu également que là-bas aussi on a détruit les biens de l'État. Le bilan chiffré est important. Déjà facile. Le bilan chiffré, vous savez comment on fait jusqu'ici, au Cameroun. On attend bien entendu ce bilan de toute façon, ce sera fait. Oui. Donc parlant de ce que le GICAM a produit comme rapport, la filière cacao ici perd 56 milliards de francs CFA, l'agroalimentaire 4,9 milliards de francs CFA et les télécommunications 1 milliard par mois, selon notamment le journal. Alors je crois que le GICAM a fait un travail appréciable, un travail économique appréciable, parce qu'à l'évidence, le marasme économique observé dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest va se répercuter sur la vie économique même du Cameroun en général, en raison des échanges de produits et autres. Non, et non seulement sur le budget, et par conséquent, l'émergence qui est programmée en 2035 devrait être reportée à une date ultérieure. 2040 ? Voilà. C'est de cela qu'il est question. Parce que les produits s'échangeant contre les produits, l'économie se donne la main. L'activité économique se donne la main. Quand il y a une partie de l'économie qui est un facteur limitant, elle répercute sa limitation aux autres parties de l'économie. Donc il ne faut pas, le fait de l'exode par exemple, aujourd'hui les ménagères disent qu'au marché, les produits de base ont augmenté du fait de l'arrivée de nouveaux agents économiques, du fait de l'arrivée de nouvelles personnes qui vont au marché et qui achètent. Donc maintenant, la demande sur le marché est plus grande que l'offre. Évidemment, le prix doit augmenter. Très bien. Et c'est ça là qu'on vit. Très bien. Alors, on va dire un mot sur ce qui se passe également dans la presse ce matin. Plusieurs tabloïds sont revenus sur le sujet, parlant de ce sondage du chef de l'État, qui présente le chef de l'État comme étant, par exemple, Info Matin, qui parle du sondage d'opinion. Biya devance aussi, Kamto, Akerimuna. Il y a également d'autres tabloïds qui s'intéressent à cette même actualité. On voit bien que le journal Le Messager qui parle également de ce cas. Il y a Mutation aussi, bien entendu. Plusieurs tabloïds sont revenus sur ce sondage. L'équation qui parle de Paul Biya en pole position d'un sondage, et c'est une structure américaine qui rend compte. Oui, je constate que le résultat de l'élection présidentielle du 7 octobre est connu. Avant même les élections, avant que les électeurs n'aillent sur les urnes. Bon, ça, non, pour devenir. Il ne faut pas oublier que ce n'est qu'un sondage. Oui, pour devenir plus sérieux, il s'agit d'un sondage d'un cabinet qui existe depuis 2008, Innovation Solution, qui existe depuis 2008 à Houston, dans le Texas, aux États-Unis, qui est géré par un Camerounais, dont les sondeurs sont allés dans les 10 provinces, ils y ont passé 60 jours, comme ils le disent, et qui ont pris un certain nombre d'informations. Mais malheureusement, on ne les a pas trop vus sur le terrain. On ne voit que les résultats du sondage. Mais en tout état de cause, il y a eu, comme ils le disent, un sondage. Mais le sondage, ici, a sa particularité que on fonctionne non pas sur les certitudes, mais sur des probabilités. En fait, ce sondage donne l'ossature politique du Cameroun, c'est-à-dire que l'implantation spatiale des partis politiques qui ont investi leurs candidats. Il ne s'agit pas de dire que tel a voté. Le seul résultat du vote, c'est à partir des élections, à partir du jet de bulletins dans les urnes, et à partir du résultat que va donner l'ECAM et entériné par le Conseil supérieur. C'est ça le résultat. Parce que il me semble que les journaux ont déjà donné un résultat d'une élection. C'est les journaux, en tout cas, c'est le travail qui a été mené par une enquête. Sur la base d'un sondage qui est généralement
une estimation. Merci. Ça reste une estimation, justement. Donc, c'est un sondage qui peut ne pas être une réalité dans les urnes également. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. On annonce la fin. Thierry Niopé, vous n'allez pas vous prononcer là-dessus. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous aurez l'occasion d'aller lire ce que la presse propose dans les kiosques ce matin et en faisant notamment un tour. Demain, nous serons encore là. Il sera 9h15.